Merci encore à tous les trois d'être ici. Je vous propose de démarrer avec une présentation donc, de votre société, de votre rôle, et peut-être aussi du contexte dans lequel vous avez choisi Google. Ignacio ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Ignacio Ezeiza, je suis responsable des nouvelles technologies au groupe Euralis. Je suis aussi responsable du système d'information de la partie adhérent. Donc le groupe Euralis, c'est un groupe agroalimentaire de 5000 salariés. Donc on est une structure coopérative, donc on a 12 000 adhérents dans la société. On est présent en France sur 3 marchés. On a une activité agricole traditionnelle. On est le premier collecteur de céréales de maïs en France. On collecte à peu près 900 000 tonnes de maïs tous les ans. On a une activité agricole donc, traditionnelle, c'est-à-dire qu'on fait du retail, de la jardinerie, etc. On a une deuxième activité semencière. Là, on est dans le top 10 des semenciers européens sur les espèces maïs et tournesol. Donc on est présent sur une quinzaine de pays en Europe. Et enfin, on a une grosse activité alimentaire. Donc on est un des leaders. On se bagarre la première place avec un concurrent pour le marché du foie gras. Voilà, on est présent sur tous les secteurs du marché en foie gras. Et notre marque la plus connue en foie gras, c'est la marque Montfort. Voilà. Donc je suis dans une DSI de 50 personnes. Je m'occupe spécifiquement des outils de communication sur mon titre de nouvelle techno. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, on est présent, maintenant on est mondialisé et on est présent dans à peu près une vingtaine de pays. Voilà. Ce qui nous caractérise un peu d'un point de vue informatique par rapport à l'international, c'est qu'on a de petites structures internationales. Donc on est 50 informaticiens en France, on a 2 informaticiens à l'international. Voilà. Et en 2 mots, les raisons qui vous ont conduit à choisir Google Apps ? Alors le contexte en 2012, il est multiple. Le directeur général qui nous annonce qu'on a un objectif, notre chiffre d'affaires est d'1,5 milliard, il nous annonce un chiffre d'affaires à 2 milliards pour 2020 avec évidemment l'acquisition de sociétés. Deuxième contexte, c'est notre activité semencière, où le directeur du pôle semencier qui nous dit qu'il va continuer l'expansion internationale. Aujourd'hui, notre part de marché international est de 50%, et on fait l'acquisition, on devient majoritaire dans une entreprise familiale bretonne, le groupe Stalaven. Donc c'est à peu près une société de 1500 personnes, donc il fallait intégrer dans notre système d'information à peu près 600 users supplémentaires, soit 30% de notre périmètre. Donc on avait le choix entre continuer notre stratégie des années 2000 autour des solutions IBM ou se poser et décider de repenser notre modèle. Donc on avait atteint les limites de notre stratégie des années 2000, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit présent à l'international mais dans un contexte local. Il fallait délivrer nos services en langue locale, en chinois, en russe, en japonais, etc. Donc ça, on ne savait plus le faire avec nos systèmes anciens. Il fallait aussi qu'on colle aux besoins de nos utilisateurs. Donc on avait le phénomène du millefeuille, c'est-à-dire qu'on avait empilé énormément de services. Donc on avait des services IBM, on avait des services OneDrive, on avait des services Webex, on avait énormément de services Cisco. Hein. Et donc on était à la recherche d'un intégré de communication. Voilà, une solution globale hein, pour la messagerie, mais surtout pour la webconférence, etc. Et donc on s'est posé, on a pris le temps de réfléchir, on a posé tout ça dans un cahier des charges. On a fait un appel d'offres assez poussé qui a duré à peu près 6 mois, 3 mois d'analyse, 3 mois de prototypage entre les solutions Microsoft et les solutions Google. Et au final, on a rendu un avis favorable à Google Apps. Voilà. Merci Ignacio. Vanessa, quelques mots sur Essilor. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vanessa Rané-Warisson, responsable du pôle solutions collaboratives à la DSI Group. Donc, Essilor, c'est le leader mondial dans l'optique ophtalmique, très connu pour sa marque Varilux. Essilor, c'est 50 000 collaborateurs dans 60 pays. Et un des sujets phares d'Essilor, c'est l'innovation, qui est au cœur de la stratégie du groupe. Et une des résultantes de cette stratégie, c'est une croissance soutenue, donc une croissance organique, bien sûr, mais aussi une politique très volontariste sur de la croissance externe, donc énormément d'acquisitions. Et donc, la DSI a fait face à deux défis. Le premier, c'était, alors comme Euralis, hein, on avait énormément d'outils collaboratifs. Donc, il nous fallait, et qui devenaient obsolètes, et il nous fallait donc trouver une solution globale. Donc, notre objectif, c'était d'unifier et de moderniser notre suite collaborative. À travers ce projet aussi, de trouver une nouvelle expérience pour l'utilisateur. Donc,
On parle maintenant, on entendait beaucoup de la tendance de consumérisation. Donc ces solutions qui viennent du grand public, hein, très connues et qui rentrent dans le monde de l'entreprise et qui se professionnalisent, et Google en faisait partie. Et avec une toute nouvelle façon de travailler pour les collaborateurs, donc une expérience en ligne, de la collaboration en temps réel. Également aussi une solution qui évolue de manière permanente, alors que c'est complètement nouveau pour Essilor. Et le deuxième défi, c'était effectivement, comme Ralis, donc par cette politique de croissance externe, il nous fallait trouver une solution qui nous permettait d'accueillir très rapidement ces nouveaux collaborateurs qui rentraient dans le groupe. Et la solution Google Apps avec le cloud était celle qui pouvait répondre au mieux à ce défi. Merci Vanessa. Franck, quelques mots sur Prisma Media. Alors, je suis le DSI du groupe Prisma Media. Prisma Media édite des magazines, 14 marques, 27 magazines, Télé Loisirs, Télé Grande Chaîne, Télé 2 Semaines, Femme Actuelle, Prima, Géo, Capital, Gala, Voici, que tout le monde connaît, que tout le monde lit, mais que peu achètent, en tout cas pas assez. Une DSI de 50 personnes, avec 1000 personnes pour l'entreprise, 1500 postes de travail. Hein, l'organisation d'une rédaction fait que ça rentre, en tout cas les gens rentrent et sortent très rapidement. 2/3 de Macintosh, excusez-moi, Mythe, on a du Mac, beaucoup. Et à partir de là, un objectif clair de la DSI qui était d'apporter, d'accompagner cette presse qui se porte pas très bien, dans une transformation digitale extrêmement rapide et efficace. Alors nous avions peu d'outils collaboratifs, nous n'avions pas grand-chose, hein, une organisation extrêmement verticale et en silo. Et puis du jour au lendemain, il fallait passer avec une organisation transversale, horizontale, et que tout d'un coup, tout le monde se mette à échanger et parler ensemble. Alors une phase humaine terrible, arriver à accompagner et à changer les habitudes des salariés de cette manière-là, c'est difficile. Et puis, il fallait trouver des outils. Alors, on s'est intéressé au marché, on a fait un appel d'offres, comme tout le monde, extrêmement difficile. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une discussion aussi difficile sur un sujet qui me semblait assez simple, pour au final choisir Google Apps pour plusieurs raisons. D'abord un problème de sécurité. Google dans la presse a souvent une image difficile, parfois à juste titre, parfois pas tout à fait justifiée. En attendant, il fallait réussir à vendre Google dans une entreprise de presse. Et là-dessus, l'équipe Google a fait un travail énorme de transparence sur l'aspect de la sécurité de manière très large. Ça a été rassurant pour l'ensemble de l'entreprise. C'est passé par le service juridique, c'est parti chez notre actionnaire en Allemagne. En gros, Google a passé toutes les étapes sur ce sujet-là et c'était le vrai point d'achoppement, en tout cas au départ de l'appel d'offres. Donc à partir de là, un déploiement qui s'est fait extrêmement naturellement, très peu de temps pour le déployer, très peu de formation. En général, les journalistes demandent beaucoup d'accompagnement et formation. Il s'avère que tout s'est passé relativement vite. Prisma, c'est 3 populations. Une population récente, moderne, jeune, tout ce qui tourne autour du digital, qui va très vite, peut-être parfois un peu trop vite. Une population d'administratifs qui sont des bons soldats et qui appuient sur le bon bouton au bon moment. Et puis une population de journalistes qui sont extrêmement brillants, mais extrêmement indisciplinés, voire qui font plutôt l'inverse de tout ce que vous leur apportez. Voilà. Et il fallait répondre à ces 3 populations avec une seule solution, un seul outil. Voilà. Et aujourd'hui, on est depuis 2 ans en production avec des perspectives intéressantes. J'en parlerai tout à l'heure sur le fait d'arriver à associer la partie collaborative à la partie production. Merci Franck.
Donc on l'a dit en introduction, la première étape vers la transformation digitale, c'est un déploiement qui est réussi. Donc Ignacio, en arrivant, vous me disiez que votre déploiement est réussi à 97%. Quels ont été les critères de réussite donc, pour ce projet de déploiement ? Bon, tout d'abord, c'est le premier projet qui est conduit pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble des sociétés, l'ensemble des pays en même temps. Donc on avait décidé de capitaliser sur l'humain. On essayait, sur nos anciennes plateformes, on était déjà dans des systèmes centralisés, donc on essayait de conduire le changement au fil de l'eau, et on faisait des grandes campagnes tous les 10 ans. Là, on avait décidé de refaire une campagne de conduite du changement avec l'ensemble des salariés. On avait un enjeu prioritaire qui était d'intégrer les salariés de la filiale bretonne. Donc moi, je suis de culture basque, je sais ce que c'est que d'avoir une culture assez forte, et on supposait que cette société familiale à culture bretonne devait avoir des particularités. Donc on avait décidé d'aller sur les sites principaux, enfin sur les usines, sur l'ensemble de nos sites principaux pour expliquer Google, comprendre, voir en quoi Google pouvait apporter plus que ce qu'on faisait par le passé sur les solutions IBM. On savait bien que Drive, Hangout. Donc on avait décidé de conduire des sessions de formation et d'introduire dans des sessions de formation la valeur ajoutée de Google Apps. C'est-à-dire sur un cursus de 3 heures, on avait pris une demi-heure pour Hangout, le Drive, les formulaires, pour commencer à introduire le changement sur le terrain. Pour réussir le changement, on a apprécié que notre partenaire Revevol nous équipe en solution de suivi de la qualité de nos formations. Et sur l'adoption aussi des outils. Est-ce que nos salariés allaient considérer que la plateforme Google Apps avait une valeur ajoutée, allaient transformer leur métier, ou est-ce qu'on était sur un remplacement d'outils basiques? Donc ce que j'ai apprécié moi en termes de direction de projet, c'est d'avoir en permanence des indicateurs qui me disaient est-ce que les formateurs étaient bons, est-ce que les contenus des formations étaient bons, et ce qu'on va voir aussi sur le slide suivant, c'est est-ce que les outils Google Apps pouvaient amener à la transformation de leur métier, ou pouvaient les aider à travailler mieux. Et ce qu'on voit dans ces indicateurs, c'est qu'à 97%, les utilisateurs étaient très satisfaits et imaginaient que Google allait pouvoir les aider dans leur métier. Pour terminer aussi, ce que j'ai adopté comme principe, c'est que chaque formateur devait assurer le SAV de sa formation. C'est-à-dire qu'on était sur le terrain, j'aimais bien le principe de Walking Teacher qui était conseillé par Revolt, qui veut dire si je donne une formation le matin, j'assure le support de mes élèves l'après-midi, sur le terrain. C'est-à-dire, moi, je sais que j'ai conduit certaines formations et j'ai apprécié d'aller avec les télévendeurs sur les plateaux de télévente pour regarder ce qu'était le métier d'un télévendeur que je ne connaissais pas et voir en quoi est-ce que la solution en termes de qualité de service était au rendez-vous et est-ce que la solution ne pouvait pas amener de nouvelles solutions. Par exemple, on avait déjà des outils de chat, mais on a déployé maintenant du chat avec des mobiles, c'est-à-dire des logisticiens équipés de smartphones avec la solution Hangout et des télévendeurs qui sont en ligne avec le client et qui chattent avec les logisticiens pour obtenir des états de livraison, des dates de livraison, etc. Voilà, par exemple, un use case qui était très intéressant pour nous. Merci Ignacio. Alors côté Essilor, le déploiement est derrière vous. Et donc je crois que vous vous concentrez aujourd'hui sur le sujet de l'adoption des usages métiers. Alors je voudrais savoir quel dispositif spécifique vous avez mis en place pour passer à cette étape. Alors juste rapidement pour revenir quand même sur la partie déploiement. Le projet a été... Essilor a déployé Google Apps en 2012. Ça s'est fait très rapidement. On a déployé 17 000 collaborateurs en 6 mois. Et ça a mobilisé en fait donc une équipe projet de 10 personnes. Mais d'un point de vue worldwide, ça a été une centaine de collaborateurs qui a été impliqué. Et le schéma pendant le déploiement était d'avoir des relais en fait locaux qui seraient ensuite en charge du déploiement, mais aussi après de l'adoption au sein du pays ou de la région. Et donc on a mis en place un schéma en fait de formation qui a été le même pour tous, basé sur 3 niveaux en fait de formation. Bronze, silver et gold, en fonction en fait du niveau d'adoption que l'on souhaite sur les différents services.
faut savoir que quand on a déployé Google Apps chez Essilor, on a pris le parti d'ouvrir l'ensemble des services. Donc on a fait une migration, on va dire une migration sur la messagerie, mais les utilisateurs pouvaient d'ores et déjà d'eux-mêmes créer des sites, créer des documents. On l'a ouvert sans formation, et nous avons proposé des formations pour ceux qui le souhaitaient. Et donc ça a été le schéma pendant le déploiement, qu'aujourd'hui, en fait, qui est perduré d'une certaine manière, où mon équipe, très petite équipe de 4 personnes, soutient en fait l'ensemble du groupe et des métiers dans leurs usages de la plateforme. Alors ça passe par plusieurs pratiques. La première chose que l'on fait, c'est de diffuser les bonnes pratiques autour de la plateforme, donc relayer les informations que l'on a lors des roadmaps, et aussi de faire des cas concrets, des feedbacks sur des cas d'utilisation et comment ça peut les aider au quotidien. Ce qu'on attend aussi, c'est aussi des feedbacks. On lance cette petite newsletter, mais on attend des feedbacks des utilisateurs pour savoir où ils se situent dans leur adoption de Google Apps. Juste pour revenir sur le déploiement, après le déploiement, on a bien sûr fait une enquête de satisfaction pour savoir quel était le niveau de satisfaction de nos utilisateurs, et on s'est retrouvé avec un niveau de satisfaction globale d'environ 80%. Ce qui nous a, disons, assez surpris, puisque ça a été un gros projet de gestion du changement. Et malgré tout, on a très vite vu qu'il y avait une adoption rapide et une satisfaction des utilisateurs. Donc ça a été un vrai retour concret du projet. Et par la suite, maintenant, on va dire de manière très opérationnelle, ce que l'on voit, c'est que les métiers, en fait, n'ont pas attendu l'IT pour déployer des cas d'usage. Et ça, c'est aussi du fait que la solution est simple d'utilisation, et que, à l'inverse de nos anciens systèmes où il fallait avoir l'informatique dans la boucle pour aller développer un site, là, ils ont pu, en fait, par eux-mêmes, imaginer leur propre cas d'usage et voir où ils pouvaient en fait en tirer parti dans leur quotidien et de manière opérationnelle dans le métier, et de le déployer au sein de la plateforme. Et le rôle de mon équipe maintenant, c'est de les accompagner, aussi d'identifier ces cas d'usage et d'apporter les bonnes pratiques, puisque souvent on développe, mais on n'a pas pensé à la bonne manière de faire, ou on n'a pas aussi idée de ce que deviendra la plateforme demain. Donc mettre beaucoup d'efforts sur certaines choses, alors que Google prévoit des nouvelles fonctionnalités à court terme. Un ou deux exemples de cas d'usage métier Alors oui. Alors un que j'ai voulu partager avec vous est celui en fait du groupe en fait communication groupe, où je rappelle qu'un des sujets, c'était d'accueillir rapidement nos collaborateurs et de diffuser l'actualité sur le groupe. Donc ce département a développé un site qui s'appelle WeConnect, où en fait on partage les dernières news sur le groupe. Alors le groupe, c'est pas uniquement Essilor, c'est aussi tous les partenaires que nous avons rachetés. Partager les bonnes pratiques au sein du groupe. Partager aussi, donc c'est une vitrine qui est l'accès vers des documents partagés, des vidéos. Donc ça, c'est pour moi, et qui est diffusé à l'ensemble donc des news qui sont partagées toutes les 2 semaines à l'ensemble des collaborateurs qui sont connectés sur la plateforme. Donc ça, c'était complètement nouveau pour le groupe. Et le deuxième cas d'usage, alors là, vous voyez, donc là, on ne parle même pas d'Essilor, c'est Nikon, en fait, Nikon Essilor, un partenaire Essilor, donc ça, c'est le département marketing, qui partage en fait, au travers de ce site, l'ensemble des campagnes
marketing, donc tous les supports vidéo, photos en haute définition, qui sont eux en fait derrière hébergés simplement dans Drive. Et cette solution a été développée directement par l'équipe Nikon, qui était d'abord en charge du déploiement et qui d'elle-même en fait s'est approprié les outils et a tout de suite vu l'intérêt pour aller plus loin avec la plateforme. Voilà. Merci Vanessa. Alors chez Prisma Media, vous le disiez Franck, donc, vous êtes dans un secteur d'activité qui se transforme. Et donc du point de vue Google, on a l'impression que avec vous, le temps s'accélère. Donc tout va vite et que vous avez expérimenté un certain nombre de nos outils. Vous avez changé de fonction, en tout cas ajouté une fonction qui est Chief Innovation Officer à celle de DSI. Donc je crois que la question qu'on se pose tous, c'est ce passage, donc cette accélération et ce passage vers l'innovation, vers un DSI qui est innovateur. Comment ça s'est passé ? Quel est le dispositif qui vous permet aujourd'hui d'innover ? Alors, en fin 2010, on a créé une structure qui s'appelle Prisma Labs, simplement à côté de la DSI, simplement parce que dans une DSI, il faut que ça fonctionne. Hein. Quand ça fonctionne, c'est normal. Quand ça ne fonctionne pas, c'est de notre faute. Donc, on a peu de marge à partir de là pour pouvoir prendre un peu d'avance. Donc, a été créée fin 2010 une structure qui nous permet, quelque part, de s'affranchir de ces obligations DSI pour essayer, apprendre, tester. Souvent en interne, on utilise le terme droit à l'erreur. On peut se tromper chez Prisma Labs. On ne peut pas vraiment se tromper dans un fonctionnement de DSI, avec plusieurs objectifs. Donc Prisma Labs a été au départ mis en place pour pouvoir accompagner la culture digitale de l'entreprise. Difficile de demander à des rédactions de faire du digital quand ils ne savent pas ce que c'est qu'un smartphone, une tablette, la manipulation de contenu pour un site web. Donc on s'est lancé dans une croisade terrible qui était de dire tous les salariés de Prisma doivent avoir eu en main une tablette. Donc on a mis un système de prêt qui continue aujourd'hui. On a démarré évidemment avec l'iPad, c'était le premier sur le marché. Aujourd'hui on prête l'iPad de l'iOS, Android et Microsoft. Ça continue à fonctionner. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que tous les salariés de Prisma ont une tablette entre les mains. Donc la discussion de développement digital vers la tablette aujourd'hui n'est plus un sujet d'interrogation, mais d'idées et de faisabilité. Au moins, la problématique du support a été réglée par ce moyen-là. On a créé une revue de presse, puisque dans la culture digitale, il y avait aussi de l'information. Donc on a créé une revue de presse initialement exclusivement en accès interne, et puis on l'a ouverte il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner accès à cette information qui est du curatif, hein, on écrit extrêmement peu, à l'ensemble des salariés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puisqu'en parallèle, on développe la mobilité. Et puis on a constaté très vite que s'adresser au cœur de métier n'était pas suffisant. Cœur de métier, fabrication du contenu et des magazines, n'était pas suffisant. Et on a découvert des centres d'intérêt autour de métiers auxquels on n'avait pas obligatoirement pensé. J'en cite deux très souvent qui sont la RH et le contrôle de gestion. Aujourd'hui, au comité de direction, les présentations sont faites sur tablette, y compris pour ces populations-là, parce qu'on leur a donné les moyens de pouvoir repenser, par exemple, un reporting. Qu'est-ce qu'un reporting sur une tablette ? La grande question. S'il s'agit de mettre un tableau de type Excel, encore 5, sur un format A3 initial, pas très facile à vendre, pas très facile à lire. Donc on s'est lancé dans une quête de refonte aussi et de transformation des autres métiers que le cœur de métier principal. Et très clairement, aujourd'hui, la DSI n'est plus moteur des idées, mais c'est le métier. On a réussi cette transformation où on reçoit des demandes des métiers pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Alors c'est vrai que ça va vite, ça va même un peu trop vite pour nous, parce que quand vous avez une dizaine d'idées dans la semaine qui arrivent et qui sont plutôt de bon sens, il faut pouvoir y répondre. Et là, c'est nous qui redevenons qui bouchons un peu
qui ralentissons le temps de développement, mais on a réussi à retourner le système. Ce n'est plus la DSI qui apporte une idée de faisabilité, soit de transformation, soit vers le digital, mais c'est le métier qui devient demandeur. Voilà. Alors ça a pris du temps, c'est très facile à raconter comme histoire. Sur le terrain, c'est un peu plus complexe. On a des partenaires sociaux qui sont extrêmement actifs, hein, évidemment, surtout dans la presse. Donc il y a un business de communication. On a appris, on a évolué dans la communication, on a appris à parler, à se présenter, à faire des logos, à faire tout un tas de choses nécessaires dans cette transformation. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de demander aux autres de changer. Faut-il encore être capable, nous, d'évoluer pour pouvoir apporter ces changements. Donc on a fait un gros travail au sein de la DSI pour pouvoir s'adapter à cette organisation transversale, alors que nous venions de... Ça fait 16 ans que je suis chez Prisma, il y avait donc 13 ans de verticalité cloisonnée jusqu'en haut, dans un fonctionnement parfait, jusqu'au moment où la vente des magazines a commencé à s'éroder. Donc ce changement, c'est aussi pour nous, et c'est important. Alors j'ai une petite phrase, je la vois, donc je la lis, surtout je peux la commenter. Rationaliser pour innover à condition que ce soit utile et rentable. Quand vous avez une DG qui trouve très bien l'initiative d'un Prisma Labs et que vous commencez par lui dire il me faut un budget, il me faut tout un tas de choses, évidemment, comme tout projet, on vous demande à quoi ça sert et si ça va être rentable. Donc j'ai pris le système à l'envers, j'ai imposé à ce qu'il n'y ait pas de budget à Prisma Labs, et il n'y a toujours pas de budget 3 ans après. Quand il y a une bonne idée et qu'on est capable de bien la vendre, le budget arrive. Voilà. Ce qui me permet de ne pas avoir de compte à rendre, puisqu'il n'y a pas de budget. Hein, c'est toujours une bonne chose dans les DSI. On passe notre temps à compter et à rendre de l'argent ou à le justifier. Il n'y a pas de compte à rendre chez Prisma Labs. Et quand il y a une bonne idée, eh bien, elle est plus facile à vendre puisqu'on la défend sur une ligne de budget qui n'existe pas. Voilà, donc c'est ce que j'appelle rationaliser pour innover. Il faut effectivement trouver des idées, se remettre en cause, et à partir de là, effectivement, d'avoir notamment, parce qu'on a fait d'autres choses, mais notamment une base de Google Apps, nous permet de rapprocher la collaboration transversale, qui est la première brique, à un système plutôt de production, c'est-à-dire comment pouvoir rapprocher Google Apps de notre système d'information éditoriale. Et aujourd'hui, on travaille dessus. On sera même d'ailleurs en production bien avant la fin de l'année, sur l'idée simple, sur une des premières idées simples, qui est de dire, de comparer le mail et la saisie de contenu. Alors un email, c'est du texte, des pièces jointes, de la photo, de la vidéo, enfin on met un peu ce qu'on veut. Et puis il y a une liste de destinataires, éventuellement il y a même un moment où on envoie le mail. Et puis il y a des actions derrière, on attend une réponse, on n'attend pas de réponse. Et bien, quand on met tout ça à plat, on découvre que pour saisir un article, c'est exactement la même chose. On a besoin de texte, on a besoin de photos, on a besoin de vidéos. Ça va à un endroit, dans un état, et cet état a une vie derrière. Donc à partir de là, on s'est dit, mais pourquoi réinventer, développer de nouveau avec un environnement à côté ce type d'outils. Donc on est parti sur la boîte à outils Google Apps qui nous permet effectivement de rapprocher la saisie de matière première de Prisma à un outil de collaboration, à un outil bureautique. Le mail, on n'a pas à vendre le mail depuis des années, ça fait longtemps qu'on a arrêté tout ça. Eh bien, on devrait ne pas avoir à vendre l'outil qui permettra de saisir la matière, le fonds de commerce de Prisma. Voilà. Donc on est dans ce schéma-là. Ça va très vite. On a cité tout à l'heure Chromebook. On travaille sur le Chromebook, très évidemment. C'est la question que j'allais vous poser. On a un exemple, un superbe exemple de transformation d'une pratique de travail qui est cruciale chez Prisma. Donc sur les transformations de nouveaux services ou des travaux, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, mais très innovants pour
transformer les modèles de la société. Je peux en parler 2 minutes. Donc effectivement, on intègre le flux de production dans Google Apps ou Google Apps dans le flux de production. Hein, c'est un mixte. Ça nous fait reposer la question du terminal, donc le Chromebook, effectivement. Aujourd'hui, il y a une population de plus en plus importante qui bouge, qui travaille, alors qui ne bouge pas obligatoirement à l'autre bout du monde pour avoir de l'information, mais ne serait-ce qu'en dehors de l'entreprise. Et la solution Chromebook, quelque part tout en un, pour certains métiers, répond parfaitement. Donc on a déjà fait notre POC et ainsi de suite. On rentre vraiment en production en 2 phases, une production logicielle au mois de juin et une production matérielle, donc Chromebook, avant la fin de l'année. Et puis on a continué à se poser des questions. Alors c'est un peu de votre faute, hein, parce que vous n'arrivez pas de bouger un peu dans tous les sens. Où on s'est dit, on va continuer à voir comment intégrer notre matière sur des objets connectés, sur un petit peu tous ces éléments qui arrivent. Alors, puisque j'ai le micro, j'en profite, je voulais remercier Google d'avoir créé un parcours extrêmement complexe pour une société française pour obtenir des glaces, parce que ça nous a donné des idées. Ça nous a motivés, ça nous a permis d'être malins. On n'est pas toujours au bistrot, mais on a des idées aussi. Et à partir de là, on s'est posé la grande question, comment mettre notre contenu sur les Google Glass ? Ça nous intéresse énormément. C'est une rupture, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau mode d'usage. En gros, tout est nouveau, y compris le fait de mettre une paire de lunettes pour lire ou accéder à une information. On a développé un premier prototype qui fonctionne, que je présente dans 1h30 au comité de direction. Je vous ferai un petit mot après si je me suis fait jeter ou pas. En attendant, ça intéresse beaucoup. Et effectivement, on a trouvé une véritable continuité entre notre matière, du texte, de la photo, de la vidéo, et les Google Glass. On a plusieurs idées. Sans rentrer dans les détails, il y a une idée qui est le parcours client. Client lit un magazine et de là, qu'est-ce que peut apporter Prisma en plus si on porte une paire de lunettes. Il y a une idée autour de la cuisine. Quand vous faites la cuisine, il vaut mieux avoir les mains libres, surtout si elles sont pleines de farine. Alors, on a fait des applications, on a testé des applications avec tablette, mais au bout de la 3e page, la tablette était couverte de farine ou de beurre, donc le système s'arrêtait vite. Il y a un de nos confrères qui avait créé d'ailleurs une application où il fallait, parce qu'il avait compris que la tablette était toute sale, donc il fallait frapper dans les mains, sauf que quand vous avez les mains pleines de farine ou de beurre, vous en mettiez partout. Donc on a testé, le métier a testé tout un tas de choses. C'est vrai que là, les glaces, très clairement, on peut avoir les mains dedans, pardon pour l'expression, mais c'est très clair, et on peut effectivement apporter quelque chose. Il nous reste 3 ou 4 magazines de cuisine, donc il y a sûrement un potentiel fort d'accompagnement, de transformation et d'utilisation de notre matière sur ce type de support. Voilà. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage passionnant. Avant de conclure, donc j'aimerais vous demander à tous les 3, donc vous en êtes à des phases différentes de l'usage des technologies de Google. Quelles sont vos prochaines étapes et quels sont les challenges que vous apercevez déjà devant vous pour passer ces étapes, Ignacio ? Oui, alors évidemment, il y en a plein, effectivement, avec la roadmap des produits Google. Du coup, effectivement, ça nous fait démarrer énormément de projets. Comme Essilor, on a refondu l'ensemble de nos sites intranet dans 2 sites intranet français et un autre international. Donc, on va développer les espaces communautaires. On a déjà démarré un Google Site pour une communauté marketing internationale sur les semences. Là aussi, on est extrêmement sollicité par énormément de communautés pour avoir des formations à Google Site et avoir tous ces espaces communautaires. Donc là, il y a énormément de projets. On a un gros travail autour des Chromebooks. On a fait aussi l'acquisition de Chromebooks. On les a mis à disposition. Je pense qu'il y a un énorme potentiel dans l'usine avec les qualiticiens. Aujourd'hui, les qualiticiens sont sous-équipés, les techniciens de maintenance aussi. Ils font énormément de relevés sur papier, etc. Bon, c'est pas dans les tableaux Excel, mais c'est difficile. Donc, moi, l'avantage que je vois au Chromebook, c'est qu'il est agnostique à l'utilisateur. C'est-à-dire, une équipe de maintenance, un technicien part dans l'usine, il saisit son user password et il se retrouve dans son environnement. Ce qu'on n'a pas sur un Android ou un système iOS.
Voilà. Donc là, on a du travail. On a un gros travail autour de la visioconférence. Au même titre, si vous voulez, qu'on a démocratisé la webconférence, on avait à peu près 60 users Cisco WebEx. Aujourd'hui, on a plus de 300 users voilà, autour de Hangout, périodique. Mais on va se poser la même question sur la visioconférence. Voilà. On est équipé, on a une quinzaine de sites qui sont équipés en visioconférence Cisco. Et on se pose la question si Chromebox Meetings ne sera pas dans notre catalogue l'offre visioconférence Ralys. Mais avec un challenge, et ça c'est aussi un message à Google, il est important pour nous que les systèmes Chromebox Meetings dialoguent avec des visioconférences Cisco, dialoguent avec des visioconférences Polycom, parce qu'on n'a pas la maîtrise de l'équipement de nos partenaires. Voilà, je pense qu'on en a plein d'autres. Plein. Voilà. Et juste une remarque par rapport au mode offline, j'ai oublié de dire que dans notre projet, on a plus de doublé le parc de smartphones. On avait à peu près 300 BlackBerry. Aujourd'hui, on est à 700. En 10 mois, on est à 700 smartphones Android. Je pense qu'on va continuer. Et que pour la force commerciale, le mode offline, c'est le smartphone. Il y avait beaucoup de directeurs commerciaux qui étaient dubitatifs là-dessus, qui imaginaient qu'il fallait absolument avoir un client mail sur un PC avec un grand écran, etc. En fait, les commerciaux se satisfont d'un mail sur smartphone. Et ce qui importe aux clients, parce qu'on a aussi interrogé nos clients, c'est la réactivité au mail. Ce n'est pas le fait d'avoir un mail qui soit bien écrit, bien mis en page, etc. Ce qui importe, c'est d'avoir une proposition rapide du commercial par rapport à un tarif, par rapport à un appel d'offres, etc. Et ça, le mobile, effectivement, répond parfaitement à ça. Donc c'est mobile first, je suis sûr que ça résonne. Sur le sales team, oui, ça c'est sûr. Mobile first. Donc merci Ignacio, et donc reçu 5 sur 5 pour le challenge. Vanessa, vous entrez donc finalement dans cette troisième phase de la transformation. Donc j'aimerais savoir comment vous allez prolonger ou faire évoluer le dispositif que vous avez mis en place pour les phases de déploiement et d'adoption, et quel challenge se pose à vous? Alors, comme pour Ralys, bien sûr, c'est continuer à développer l'offre collaborative. Et un des sujets sur lesquels on travaille, c'est la visio, bien sûr aussi. Donc, les Chromebox for Meetings. Il y a des chantiers autour de Google+ aussi. Donc, le développement de communautés métiers sur la plateforme. Donc, c'est des initiatives qui sont en cours. Pour bien sûr, on espère l'ouvrir à plus grande échelle ensuite au sein du groupe. Et après, au-delà de ça, on a aussi des initiatives autour de l'offre cloud platform, puisque effectivement, on commence à explorer ce qu'on est capable de faire autour de l'offre Google Apps for Business, qui peut répondre à beaucoup de cas d'usage, mais où on peut être très vite limité dès lors qu'on a des ambitions beaucoup plus grandes, où on souhaite manipuler beaucoup plus de données. Donc là, on commence en fait à identifier des initiatives autour, que ce soit de App Engine pour le développement d'applications. On parle beaucoup de big data en interne, voilà. Donc c'est des choses qui commencent à arriver. Qu'il faut qu'on arrive à accompagner côté IT ou avec les métiers. Et avec Google, j'espère aussi, bien sûr. Merci Vanessa. Franck, on n'est qu'au début de l'aventure, même si tout va très vite. Donc, quelle est la prochaine étape à court terme? Et donc, j'imagine aussi les challenges qui sont devant vous, le changement de l'accélération, mais le changement de posture aussi. On avait l'impression d'entendre un DRH tout à l'heure, on en avait 150 hier. Donc, voilà, je crois qu'on est tous curieux de comprendre, est-ce que c'est si facile que ça de devenir un innovateur, et quels sont les challenges principaux? Alors, non, il n'y a rien de facile, ça se saurait. D'abord parce que toute cette transformation est basée sur la personne. La technique, elle est importante, mais elle est facile à choisir, facile à maîtriser. Changer les gens, c'est difficile. Alors c'est vrai que d'une DSI
un petit peu, c'est toujours un peu réducteur, en tout cas dans les groupes de presse, où on nous demande que ça fonctionne, de brancher des fils et que le poste réponde quoi qu'il arrive, et qu'il y ait du papier dans l'imprimante aussi. On est passé à effectivement une DSI qui doit aujourd'hui encore plus communiquer, surtout davantage écouter. Faut-il encore être capable de comprendre la problématique de l'utilisateur pour pouvoir apporter une solution. Une fois de plus, dans les outils, l'ensemble des outils que nous avons choisis, vous apportez une réactivité qui nous permet aujourd'hui de déployer des idées par viralité. On n'a jamais parlé de Drive chez Prisma. Aujourd'hui, il y a 2/3 des salariés qui l'utilisent. On n'a jamais parlé de Hangout chez Prisma. Il y a 200 personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça nous donne du temps pour faire autre chose. Ça nous donne du temps aussi et des arguments pour que ces utilisateurs aient le sentiment de choisir quand ils veulent ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est important. Ça a toujours un effet de bord. Hein, c'est parfois, il y en a qui vont un peu plus loin et qui se disent, bah, tiens, il y a tel fournisseur qui a une offre de service sur un cloud, j'ai plus qu'à signer le contrat, puis je me débrouille, je ne demande rien à personne. Donc ça, c'est le mauvais côté de cette facilité. C'est un problème final de management et pas autre chose. Et donc c'est vrai que la DSI de Prisma évolue davantage vers les métiers et connaître les métiers, pas simplement le besoin du métier. Vous parliez de RH. Bien chez Prisma a été créé un poste de développement RH qui n'est pas du développement de RH sur le profil des CV, mais qui est le développement de la connaissance des salariés. On est très complémentaires, hein, je l'ai dit tout à l'heure sur la culture digitale. Nous avons lancé ça fin 2010 et la RH a créé un poste complémentaire au nôtre pour pouvoir justement prendre le relais. Moi, je n'ai jamais revendiqué le fait d'être RH, pour prendre le relais sur la partie des salariés, cet accompagnement. Et là-dessus, Google Apps est pour nous un vrai plus, dans le sens où on ne fait pas d'informatique. Et ça, c'est nouveau, arriver à déployer sur la totalité de l'entreprise des outils de flux, des outils permettant de faire un questionnaire, des outils permettant de faire des sites, bien que cette partie-là, pour l'instant, on l'a un petit peu verrouillé parce que ça devient de la com, ça devient un support et c'est notre fonds de commerce. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, créer 300 sites avec un petit peu d'informations. Donc cette partie-là est plus sous contrôle. Mais pour tout ce qui est échange, collaboration, c'est la viralité qui met en avant le déploiement des métiers, du service, des gens aussi, hein, des salariés, c'est important. Voilà, donc c'est nos prochains challenges. J'avais parlé tout à l'heure des Google Glass et de Chromebook. C'est presque plus un challenge, c'est déjà dans le tuyau. On produira du contenu dès que les glaces seront en vente en France, c'est une certitude. Peut-être sur d'autres choses. Hein. J'ai entendu un peu de scoop, mais pas assez pour moi. Donc Frédéric, il faudra qu'on parle. En attendant, il y a évidemment des objets connectés de type bracelet. J'ai vu une chose extraordinaire sur un miroir. Tout ça nous intéresse. Hein, tout le monde, 100% des gens se regardent dans un miroir au moins une fois par jour. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas pousser de l'info dans cette décision. C'est un appel du pied pour créer ce type d'objet. Voilà, notre prochain challenge. Il reste 50 secondes, je vous laisse là. Merci Franck. Donc pour conclure, 1000 merci donc à tous les trois, donc Ignacio, Vanessa, Franck, pour avoir accepté de partager ces pratiques, ces bonnes pratiques avec nous aujourd'hui. Et donc vous êtes un petit peu livrés donc, sur ce que vous faites, sur comment vous le faites. Et donc avant que vous nous quittiez, j'aimerais donc demander à nos autres clients, mais aussi aux Googleurs, donc d'applaudir chaleureusement nos clients.